Le grand matin Sud Radio Week-end. La jeunesse n'est pas un âge. Le microbiote joue-t-il un rôle dans l'infection par le Covid-19 ? C'est une théorie qui circule depuis plusieurs jours, une théorie démentie par certains, mais qui mérite d'être étudiée pour d'autres. Nous sommes en compagnie de Dimitri Jacques, journaliste scientifique et expert en micronutrition. Dimitri Jacques, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tiens, question, est-ce que le Covid devient agressif à cause du microbiote ? Alors, la réponse semble clairement oui. C'est une réponse qui vaut d'ailleurs pour toute maladie, puisque le fonctionnement du système immunitaire et donc la façon dont nous réagissons aux agressions est extrêmement dépendante du microbiote, c'est-à-dire des familles de bactéries que nous hébergeons, aussi bien dans l'intestin d'ailleurs que dans les muqueuses respiratoires. Et les cellules de les muqueuses intestinales, par exemple, pourraient constituer un réservoir pour les coronavirus. Les récepteurs cellulaires au coronavirus, d'ailleurs, semblent être plus nombreux lorsque le microbiote est déséquilibré, c'est-à-dire quand on n'a pas les bonnes familles de bactéries. L'analyse génétique du microbiote, ce qu'on appelle le séquençage, chez des malades du Covid qui étaient très atteints, a révélé que leur microbiote était profondément déséquilibré par rapport à une population saine. Et les bactéries qui sont habituellement protectrices, comme des lactobacilles ou des bifidobactéries, ont été retrouvées déficitaires, alors que d'autres bactéries habituellement secondaires ont pris les devants et participent à une exacerbation des phénomènes inflammatoires. Et là, vous avez le cercle vicieux entre l'hyperinflammation et le déséquilibre du microbiote qui va constituer un risque élevé de détresse respiratoire fatale. Et là, grosse surprise, on a découvert que le coronavirus était capable d'interagir avec certaines bactéries du microbiote, ce qui pourrait d'ailleurs avoir une conséquence de rendre ces bactéries agressives. Alors, il y a une hypothèse controversée, mais pourtant particulièrement étayée qui circule, comme quoi ce serait au final des bactéries et non le virus qui serait responsable des symptômes les plus graves du Covid-19, comme par exemple la détresse respiratoire et la baisse d'oxygénation sanguine. Alors à ce stade, ça reste une hypothèse qui est le fruit de la science participative, mais on espère que certains chercheurs vont sérieusement se pencher dessus. Alors justement, mais par quel mécanisme il devient agressif ? Alors, on a beaucoup parlé de Prévotala ces derniers jours, ça s'est un peu enflammé, ces réseaux sociaux. Alors c'est le nom d'une bactérie, hein. Oui, voilà. Le nom d'une bactérie. D'une famille même de bactéries. Alors oui, plus précisément d'une famille de bactéries. Alors on en a parlé sans doute d'une manière un peu précipitée, imprécise, parce que c'est un genre de bactérie qui fait partie d'ailleurs du microbiote normal de beaucoup de gens. Je pense qu'il faut il faut recentrer le débat sur ce qui fonctionne. Nous savons par exemple que le système immunitaire de l'intestin, c'est lui qui donne le ton, qui donne le là pour la réponse immunitaire générale de chacun de nous. Les gens, par exemple, qui ont des allergies ou qui sont tout le temps malades ou qui ont des maladies auto-immunes sont des gens dont le système immunitaire réagit trop ou trop peu. Eh bien, ces gens-là, ils ont en commun d'avoir un microbiote déséquilibré. En fait, vous n'avez pas les bonnes et les mauvaises bactéries, mais celles qui sont à leur place et celles qui ne le sont pas. C'est une question de nombre et de répartition. Et la présence excessive de certaines bactéries va favoriser des phénomènes inflammatoires dans tout l'organisme. Il se trouve aussi que le microbiote intestinal et le microbiote pulmonaire sont interconnectés. Ils interagissent biologiquement, nerveusement, etc., même à distance. Et les patients les plus touchés par le Covid, ceux qui se retrouvent en réanimation, sont des gens qui sont en hyperinflammation, c'est-à-dire que leur système immunitaire réagit de manière à la fois excessive et imprécive. C'est la fameuse tempête de cytokines dont certains ont peut-être entendu parler. Et là, c'est pas le virus qui les tue, mais en fait des dégâts collatéraux causés par leur propre système immunitaire. Comme les maladies auto-immunes. Voilà. Et là, quand vous remontez à la source de cette inflammation, eh bien, vous trouvez des bactéries. C'est pas le virus, puisque les médecins reconnaissent d'ailleurs qu'il n'y a plus de charge virale, très peu, à ce moment-là. Et là, c'est pas seulement une surinfection, c'est carrément notre microbiote qui se retourne contre nous. Et là où ça devient intéressant,
c'est que certaines de ces bactéries sont déjà connues pour leur implication dans des troubles respiratoires sévères et aussi dans les maladies cardiovasculaires. Et là, ce sont justement les profils de fragilité face au Covid-19. Alors, certains médecins commencent même à remettre en cause l'intubation des patients qui pourraient, dans certains cas, créer des lésions et préfèrent placer sous oxygène à haut débit, comme ce qui a été fait au CHU de Vannes, par exemple, avec succès. Et puis, bien sûr, se pencher beaucoup plus sérieusement sur la question des antibiotiques plutôt que des antiviraux. Alors justement, que faire préventivement ? Alors, préventivement, alors déjà, on a retrouvé le virus dans les selles chez des malades qui étaient pourtant devenus négatifs au test sanguin. Ce qui voudrait dire que les selles pourraient être un mode de contamination. Donc déjà, quand on nous dit de bien se laver les mains, vous comprenez, c'est pas une option. Ensuite, l'alimentation est très importante. Notre microbiote, en fait, est fait des bactéries que l'on nourrit. Et si vous mangez n'importe quoi ou si vous mangez mal, on aura des bactéries qui seront déséquilibrées. On sait par exemple que les personnes obèses, les diabétiques et plus largement les personnes qui sont en syndrome métabolique, c'est-à-dire une résistance à l'insuline, sont plus touchées par le Covid-19 et ont aussi un microbiote de composition anormale. Alors le premier levier pour agir là-dessus, c'est la consommation de sucre, qui est nettement excessif dans notre société aujourd'hui occidentale, comme vous le savez, et qui devrait être sérieusement diminuée pour beaucoup d'entre nous. Idem pour la consommation de produits ultra transformés, qui malheureusement contiennent beaucoup de perturbateurs endocriniens, beaucoup d'additifs qui vont modifier le microbiote, qui vont favoriser l'inflammation. Le stress, bien sûr, la gestion des émotions. On sait aujourd'hui, c'est parfaitement démontré, que l'intestin est en fait, la poubelle de nos émotions. Et un stress chronique mal géré va modifier notre microbiote dans le sens d'un déséquilibre, évidemment. Et inversement, on sait que une pratique régulière de la méditation, d'activités de relaxation va contribuer au contraire à maintenir les bonnes bactéries. Alors enfin, certains probiotiques, vous savez, ces bonnes bactéries qui sont en gélule, pourraient s'avérer utiles. On sait que certaines souches de lactobacilles, par exemple, sont des concurrentes des bactéries qui sont impliquées dans le Covid. Et vous savez, dans le monde microbien, c'est un peu un jeu de chaises musicales. Quand la place est déjà prise par les bonnes bactéries, les bactéries opportunistes ont moins de chances de pouvoir s'installer. Alors justement, est-ce que ça ouvre la voie à des thérapeutiques, Dimitri Jacques ? Alors, je pense que oui. Là, on est en train de vivre un moment passionnant pour la science avec plein de découvertes. Alors déjà, ça montre que le professeur Raoult, le protocole du professeur Raoult n'est peut-être pas si idiot que ce qu'on a voulu nous faire croire. Alors, je ne vais pas entrer dans la controverse. Personnellement, je prends pas parti. Je communique sur des faits, sur des données vérifiables. On sait, par exemple, que l'hydroxychloroquine est utilisée dans le traitement de certaines maladies vasculaires et veineuses. On sait qu'elle favorise l'action des antibiotiques, notamment en agissant sur le pH. Elle empêche les bactéries de s'organiser, de se regrouper en biofilms, ce qui leur permet habituellement de résister justement aux antibiotiques. Elle est capable de bloquer plusieurs cytokines inflammatoires. Toutes ces actions sur des conséquences du dérèglement microbien pourraient expliquer en partie son efficacité, ce qui fait que ça fonctionne. Et le professeur Raoult ne donne pas que des hydroxychloroquine. Vous savez qu'il donne ce médicament en duo avec un antibiotique qu'on appelle l'azithromycine, qui est actif sur les bactéries qui, justement, sont connues pour causer des infections respiratoires graves. Alors, il se trouve par ailleurs qu'une université chinoise, donc ils commencent à connaître, ils ont un petit peu de recul, les Chinois, a inclus dans sa gestion du Covid-19 l'usage de probiotiques. Et même d'ailleurs, soit dit en passant, petite parenthèse, de médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise, pour traiter la dimension psychologique. Alors, plusieurs chercheurs considèrent les probiotiques comme des traitements intéressants aussi bien en prévention qu'en complément des traitements conventionnels. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour les probiotiques de nouvelle génération, c'est-à-dire à haute concentration et avec des souches très ciblées, très précises. En gardant à l'esprit que quand vous touchez à l'intestin, vous touchez par ricochet l'ensemble de l'organisme. Malgré tout, des probiotiques en pulvérisation nasale
sont à l'étude. Alors, on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ça, et pourtant, c'est en train d'être développé. On a déjà des premiers résultats avec une souche de lactobacille particulière qui s'est avérée, dans l'étude, plus efficace par voie nasale que par ingestion pour diminuer l'inflammation des poumons. Donc, vous savez, c'est un petit peu comme en guerre. On nous raconte qu'on est en guerre, mais vous savez, dans toute guerre permet des avancées scientifiques et techniques fulgurantes. Et je pense qu'il y a fort à parier que la pandémie mondiale que nous vivons actuellement, avec toute la mobilisation scientifique qu'il y a derrière, va nous apprendre beaucoup sur le système immunitaire et sur le microbiote. Dernière question, Dimitri Jacques, parce que c'est tombé dans l'actualité. Vous avez parlé de la chloroquine. Quand vous voyez l'armée qui achète 70 kilos de phosphate de chloroquine, c'est pas un peu amusant, sachant qu'on nous dit que la chloroquine, faut pas que les médecins la prescrivent. C'est bon pour les militaires et pas pour les civils? Oh ben écoutez, je vous dis, je vais pas vous mentir, j'ai pas été surpris en voyant ça. On sait qu'il y a un double discours de la part des autorités depuis le départ. Je vous dirais même, je crois que c'est le professeur Piron lui-même qui a rebondi là-dessus il y a quelques jours. Les médecins que l'on entend à longueur d'antenne se plaindre de l'inutilité, de la dangerosité de ce médicament sont les premiers à en avoir pris, à avoir cherché à s'en procurer d'urgence lorsqu'ils sont tombés malades. Et ils n'ont pas dit le contraire. Hein. Merci beaucoup, Dimitri Jacques. Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et expert en micronutrition.